au professeur Gaëtan Gavazzi qui va intervenir avec le docteur Cyprien Arlot. Gaëtan Gavazzi est gériatre ainsi que Cyprien Arlot et vous travaillez tous les deux au CHU de Grenoble. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir sur le rappel vaccinal du senior, le parcours vaccinal du sujet âgé. Merci beaucoup. De rien, merci. Vous nous entendez bien là, ça va? Oui. Oui, bien. Okay, très bien. Donc, on va faire les choses en deux parties. Donc, on a changé un petit peu le titre en se disant, en fait, ce qui est plus intéressant que le rappel, c'est peut-être le parcours et toute la difficulté qu'il y a au niveau du parcours. En deux périodes, là, ça, c'est nos liens d'intérêt. En deux parties, donc Cyprien va commencer par faire un peu l'état des lieux des maladies et des impacts et puis des bénéfices des vaccins et quel est le calendrier vaccinal actuel. Et puis moi, dans un second temps, je parlerai de couverture et puis des problématiques à construire un vrai parcours vaccinal dans une population adulte. Parce que voilà, il y a la population adulte et il y a les enfants dont on a parlé beaucoup là, et il y a la population adulte que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Donc voilà, je laisse la parole à Cyprien. Voilà. Bonsoir, un grand merci pour votre invitation et la confiance que vous me faites pour partager ce topo. Donc, on va commencer brièvement par quelques rapports épidémiologiques. Alors, ce qui nous semble important, nous, dans notre travail au quotidien, finalement, c'est se projeter déjà un petit peu vers l'avenir. Donc, vous avez une pyramide des âges que vous connaissez bien parce que vous le voyez au quotidien. La population française est une population qui est vieillissante, hein, parce qu'on sait, après les projections déjà de l'Institut de veille sanitaire et de Santé publique France, que la population qui nous concerne nous au quotidien, elle va représenter dans le futur plus de 15% de la population générale et globale en 2050. Et cette population vieillissante, elle est fragile, hein, elle est hétérogène certes, mais elle reste fragile. Notre job, c'est d'arriver à détecter cette fragilité pour prévenir le risque infectieux. Pourquoi? Parce que le risque infectieux, on sait qu'il est important, qu'il est fréquent et surtout il est complexe. Autant dans le diagnostic que dans la prise en charge, avec un risque de complications liées au sepsis en tant que tel, et on sait que c'est une des causes de mortalité les plus fréquentes. Donc la stratégie que l'on rencontre au quotidien, finalement, c'est de se dire, pour éviter justement les complications liées à la maladie et aux comorbidités, c'est de prévenir l'infection. Et quoi de mieux que prévenir l'infection? C'est de vacciner avec une stratégie et un parcours global. Alors, pourquoi finalement il y aurait un intérêt à se projeter de manière spécifique sur la vaccination du sujet âgé? Est-ce qu'il y a finalement un rationnel entre un calendrier vaccinal adapté par rapport à ce qu'on sait déjà? Nous, il nous semble que c'est vraiment adapté parce qu'on sait que c'est une extrémité dans la population par rapport à la pyramide des âges, que malheureusement, plus on vieillit, plus on a un risque de développer donc ces fameuses maladies. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs de risque liés finalement à la déficience du système immunitaire, cette immunosénescence, de diminution de l'immunité innée et acquise, et qui va faire aussi en sorte qu'on a nécessité de rediscuter la stratégie vaccinale, parce que est-ce qu'un seul vaccin va être efficace à un moment donné de la vie? Eh bien, on sait que non. La courbe le montre, on sait que malheureusement, en vieillissant, lié à cette perte d'immunité, un seul schéma vaccinal ne sera pas suffisant pour protéger le patient. Donc, le système de booster, de rappel vaccinal, pour revenir au titre initial, est finalement justifié pour maintenir un niveau d'efficacité vaccinale autant sur le côté expérimental que sur le côté réel, en vie réelle, sur la maladie et les complications, finalement, les dommages collatéraux qu'il pourrait y avoir. Donc, le but, finalement, c'est de diminuer les risques liés à l'infection et d'augmenter l'efficacité vaccinale pour contrôler au mieux les maladies à prévention vaccinale quand il y a un vaccin que l'on connaît et qu'on maîtrise. Pour vous donner un impact global sur ce que je suis en train de vous énoncer, sur les maladies à prévention vaccinale, il y a l'impact direct majeur sur ces conséquences, on va dire infectieuses directes, comme la grippe, le pneumocoque, le zona ou la Covid, depuis quelques années qu'on maîtrise un peu plus. Donc, c'est vraiment lié finalement à la complication infectieuse et au risque de mortalité lié aux complications, mais pas que. Le sujet âgé, il s'intègre dans une globalité, dans une démarche globale. Comme vous pouvez voir sur ce schéma, finalement, il y a un retentissement direct sur son autonomie, sur son risque direct de locomotion, sa perte d'autonomie directe sur ses activités de la vie quotidienne, qu'elles soient instrumentales ou directes, par exemple, se lever, aller aux toilettes, manger, etc. Ça va peut-être entraîner un risque de chute. Cette chute,
va conduire à une hospitalisation et une cascade gériatrique, cette cascade de complications, de décompensation d'organes qui peut être malheureusement voilà, en suspens, et donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou alors ça peut être lié aux soins, lié à l'hospitalisation, et donc augmenter le risque de morbimortalité lié à l'hospitalisation. Donc au final, cette diapositive, elle est importante de comprendre qu'il y a un impact direct de l'infection sur la mortalité directe liée au sepsis, mais aussi sur toutes les comorbidités gériatriques et les fragilités du patient qui peuvent être en suspens et qui peuvent être révélées finalement par cette maladie. Donc quoi de mieux finalement que de penser à une prévention vaccinale. Alors, on a voulu vous faire un focus sur des nouveautés qui nous semblent importantes en 4 points par rapport à la vaccination chez le senior. La première, finalement, c'est qu'il y a un nouveau vaccin qui est sur le marché, un vaccin antigrippal tétravalent avec ce qu'on appelle high dose, plus dosé, qui est accessible pour les patients de plus de 60 ans. Ensuite, il y a des recommandations qui ont été émises dans le calendrier vaccinal 2022 sur l'accessibilité, du moins l'élargissement à cette vaccination antigrippale pour tous les professionnels de santé en contact régulier et prolongé avec les personnes à risque. Par exemple, les personnes qui sont liées aux SDIS par rapport aux pompiers, ou alors tout ce qui est auxiliaire de vie, etc. Un focus aussi sur des informations récentes avec la place de la 4e dose de vaccination anti-Covid, on pourra en rediscuter, et une information qui nous semble aussi tout à fait pertinente et qui pourrait améliorer aussi la couverture vaccinale, c'est la place des infirmiers et des pharmaciens d'officine dans la capacité à vacciner l'ensemble des personnes majeures qui sont ciblées ou non par la recommandation vaccinale. Alors, si on prend en compte les nouvelles données publiées dans le carnet vaccinal 2022, on reprend les slides qui sont accessibles chez le patient de plus de 65 ans. Finalement, on sait que la vaccination anti-diphtérie, tétanos, polio, elle reste la même, une vaccination tous les 10 ans à partir de 65 ans. Le renouvellement de la vaccination antigrippale chez nos patients âgés, avec sa convocation reçue par courrier postal. La vaccination anti-zona, on en reparlera tout à l'heure, avec une accessibilité de dose unique chez les patients de 65 à 74 ans révolus. Attention à certaines contre-indications. Concernant le pneumocoque, une maladie importante dans les risques de complications de type septique ou de type respiratoire sévère, avec le schéma que l'on connaît, mais qui peut pouvoir peut-être être révisé en 2023 avec des nouvelles données américaines, mais qui sont encore celles-ci en France, avec un schéma à 2 vaccinations à minimum 8 semaines d'intervalle. Et enfin, la vaccination anti-coqueluche dans la stratégie cocooning que vous connaissez et qui a été évoquée. On va faire un focus rapide sur les maladies citées précédemment, juste voilà pour vous donner des chiffres et qui vont être après commentés par le professeur Gavazzi. Concernant la vaccination antigrippale, quels vaccins peuvent être accessibles? Il y a des vaccinations trivalentes, des vaccinations quadrivalentes, high dose ou dose normale. Ce que l'on peut vous dire, c'est que cette stratégie de vaccination antigrippale, elle est calquée sur le schéma de circulation de l'hémisphère sud. Donc, c'est un jeu de probabilité par rapport à des souches circulantes qui ne sont pas forcément les mêmes d'année à l'autre. Mais tout de même, on sait que l'objectif pour diminuer le risque de contamination antigrippale, c'est de vacciner un nombre important de populations cibles avec un objectif d'OMS à plus de 75%. Et ce qu'on peut savoir, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux données de 2020-2021, on est à moins 50% pour cette population cible. Avec chez notre patientèle de sujets âgés de plus de 65 ans, on est autour d'un patient sur 2. Concernant les professionnels de santé, on y reviendra un peu plus tard. Juste vous évoquer en comparaison chez les moins de 65 ans à risque, on est autour de 30%. Des données d'efficacité clinique et de tolérance ont été étudiées. Vous avez une revue, une méta-analyse de 2017 qui reprend des données depuis une dizaine d'années qui ont été publiées chez le sujet âgé de plus de 65 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'efficacité, elle n'est pas totale, elle n'est pas complète, elle est variable, autour de 30, 40, 50%. Donc l'intérêt de vacciner une grande population pour diminuer finalement la diffusion de cette pathologie et l'intérêt de cette stratégie high dose en termes d'efficacité par rapport aux doses standards chez les sujets âgés. Concernant le pneumocoque, donc les vaccins accessibles à 13 valences ou 23 valences, avec là aussi un objectif de couverture vaccinale par rapport à des données médico-économiques qui seraient de 60% par rapport à une population à risque. Malheureusement, on sait aujourd'hui, par rapport à des publications récentes, qu'on est plutôt autour de 10%, 20%. Ça reste des chiffres encore
trop faible à notre ressort, puisqu'on sait voilà, les complications infectieuses et les dommages collatéraux. Ce qu'on peut regretter aussi, c'est que l'âge, finalement, n'est pas un facteur d'éligibilité. Donc, on peut se poser aussi cette question-là, finalement, de prendre en compte ou pas cette donnée. En tout cas, ce qu'on peut vous rappeler, c'est que c'est basé sur le risque, finalement, d'immunodépression ou non, avec des pathologies chroniques et des comorbidités qui sont très fréquentes chez nos sujets âgés, ce qui est cardiopathie, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire chronique, rénale, hépatopathie, diabète équilibré, non équilibré, pardon, ou alors pathologie neuro-ORL. Donc le schéma, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vaccination avec le VP13, puis un minimum 8 semaines du VPP23. Après, voilà, on peut rentrer dans les détails sur des séquences, s'il y a déjà eu une vaccination antérieure ou non. Mais l'essentiel, c'est voilà, le rappel vaccinal et d'initier ou non en hospitalisation la première vaccination avec le rappel. Concernant la vaccination Zona, 2 vaccins, en tout cas connus, vaccin vivant atténué qui serait contre-indiqué chez les patients immunodéprimés ou en cours de traitement immunosuppresseur. Donc, c'est le Zostavax, recommandé depuis 2015 avec une efficacité relative. Mais ce qui nous semble important, nous, c'est l'impact secondaire sur les douleurs secondaires qu'il peut y avoir vis-à-vis du Zona. Recommandation, donc, on vous l'a dit, c'est sur le 65-74 ans. Qui a fait ou non un Zona dans le passé, peu importe. En tout cas, c'est proposé avec une excellente tolérance, peu d'effets indésirables. Et sinon, il y a le vaccin adjuvé Shingrix qui n'est pas actuellement disponible avec une efficacité qui semblerait beaucoup plus importante. Concernant la recommandation vaccination anti-coqueluche, donc la stratégie du cocooning, pour préserver effectivement les patients âgés si l'enfant peut développer effectivement une coqueluche, ça protège à la fois le patient âgé et à l'inverse, de vacciner le patient âgé, ça peut protéger la famille et les petits-enfants. Donc, vaccination coqueluche acellulaire. Chez les patients qui auraient eu une dose, en tout cas, on propose une dose de rappel si ça date de plus de 10 ans. Un mot sur la Covid, comme je vous l'avais précédemment indiqué, des informations récentes qui ont été émises en mars 2022 sur l'éligibilité à une deuxième dose de rappel par rapport à la stratégie vaccination anti-Covid. Donc, ça correspond à nos sujets âgés, souvent à la 4e dose, parce qu'on sait qu'il y a une efficacité du vaccin au-delà de 3 mois qui diminue, entre 75 et 90% dans les 3 premiers mois, plus à 65 et 80%. Donc, chez les patients entre 60 et 80 ans, on propose un rappel au moins de 6 mois après la dernière injection, et chez les sujets de plus de 80 ans, on propose un rappel à 3 mois. On pourra discuter voilà, de la vaccination anti-Covid un peu plus loin. Et enfin, chez les professionnels de santé, pour vous donner un petit focus, voilà, on sait, nous, chez nos professionnels de santé, qu'il y a une vaccination très hétérogène selon le lieu de profession, voilà, selon aussi les professions exercées dans la paramédicale ou le médical. Ce qu'il faut bien voilà, avoir en tête, c'est que le DTP, la vaccination hépatite B sont obligatoires. BCG, fortement aussi recommandé et vérifié à la médecine du travail. Le ROR et la coqueluche, là aussi, sont recommandés selon les lieux de travail. Et un gros effort à faire sur la grippe saisonnière dans nos professionnels de santé, notamment dans nos services de gériatrie et d'urgence, que le professeur Gavesi, je pense, va exposer. Impact direct sur la morbimortalité des patients. Donc, on est vraiment dans cette stratégie, au-delà du patient, d'élargir aux professionnels de santé, à la famille, notamment pour diminuer le risque de transmission lié aux soins, par exemple. Voilà, je passe la main pour la suite. Merci. Après ça, on a envie de dire, regardons un petit peu ce qu'il en est de cette stratégie, puisque comme Cyprien Arlot vous l'a montré, il y a des impacts qui sont extrêmement importants. Alors, on ne parle pas de chiffres, mais l'impact et donc pose la question, au-delà de l'incidence de la maladie, ne faut-il pas, chez le sujet âgé ou chez le sujet vieillissant, prendre, je dirais, d'autres critères d'efficacité vaccinale, parce que du coup, comme vous pouvez le supposer, après ce que vous a présenté Cyprien, est-ce que les AVC sont secondaires à la grippe, sont secondaires au pneumocoque, sont secondaires au Covid, les infarctus du myocarde, la dépendance fonctionnelle, tous ces éléments-là, en fait, ne sont pas pris en compte dans l'efficacité vaccinale, alors que ça pourrait, je dirais, modifier la vision coût-efficace
qu'on a dans les politiques de santé. Alors, quand on voit tout ça et puis qu'on se dit il y a tous ces impacts-là, c'est évident qu'on est très très fort en vaccination chez le sujet âgé. Eh bien, voilà à peu près les couvertures vaccinales, on va dire globales, hein, je le prends, 10, 40, 30, 60%. Alors, je les mets sur le poliomyélite, diphtérie, tétanos. On va dire que ce ne sont pas des maladies. Actuellement, on a quelques cas par an, donc on est un peu moins inquiet. La grippe, c'est quelques millions de cas par an. Alors, quand on voit qu'on a une efficacité qui est entre 30 et 40%, et puis qu'on a même moins de 60% des gens qui sont dans la communauté vaccinés, eh bien, on peut se dire qu'on a moins d'une personne sur 3 pendant l'épidémie grippale qui est vaccinée. Il y a eu un truc un petit peu marrant là, ces derniers temps avec cette épidémie. On a vu une épidémie communautaire assez forte dans cette année, finalement, hein, équivalente à 2019-2020 dans la communauté. Et on l'a vu beaucoup moins en EHPAD. Alors, en EHPAD, parce qu'en EHPAD, on est beaucoup plus vaccinés, d'une part, et puis en EHPAD, parce qu'on avait gardé aussi les masques. Et que les professionnels ont eu un petit peu plus de vaccination aussi sur la grippe dans les EHPAD que les autres années. Mais sinon, on est à 30%. Alors, vous voyez, si on regarde, plus de 90% de vaccinés, très bien, mais ça marche une fois sur 3 en EHPAD. Donc, il y a 2 personnes sur 3 qui ne sont pas protégées. Et finalement, si on laisse rentrer la grippe, contrairement à la Covid, qu'on a rendu obligatoire, hein, la vaccination anti-Covid, la vaccination antigrippale qui ne l'est pas, eh bien, on la laisse rentrer dans les EHPAD. Si on met des mesures barrières qui sont efficaces, mais là, il y a un petit souci éthique, je me permets de ce petit truc. Dès lundi, tout le monde va pouvoir aller dans les transports en commun au contact sans masque. Actuellement, jusqu'à preuve du contraire, en tous les cas jusqu'au 26 avril, l'ordonnance du Conseil d'État disait qu'il fallait absolument maintenir les masques dans les EHPAD. Je pensais que là, un petit peu à l'image de ce que disait Yves tout à l'heure, je pensais que en fait, les personnes âgées, même vivant en EHPAD, étaient des citoyens comme les autres, mais a priori, ce n'est pas tout à fait le cas. Quand on regarde la Covid, c'est le trou dans la raquette, hein, très très bien. Ça veut dire que les 65-79 ans sont à 98%, 99% vaccinés en France, 3e dose. Quand on regarde la 3e dose des plus de 80 ans, en fait, alors on n'est plus tout à fait à 85%, on s'approche des 90, mais on a plus de 10%. On a 12% des gens qui ne sont pas vaccinés. Gros trou dans la raquette. Pourquoi? Alors que les Espagnols et les Portugais sont à 100%. Regardons le pneumocoque, moins de 20%. Et puis alors là, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment le résultat de la politique vaccinale assez extraordinaire. C'est Zona, moins de 1%. Ça fait 5 ans même plus de 5 ans qu'il y a un vaccin. Et on pense dans l'étude petite, parce qu'il n'y a pas de suivi, donc c'est difficile à dire. Mais dans la petite étude que nous, on a menée, on va dire qu'on a à moins de 1%. Alors, pourquoi on en est là? En fait, il faut construire une politique vaccinale. Comment on construit une politique vaccinale? On a des recommandations. Très bien, efficacité, tolérance, et puis transparence. Transparence sur la tolérance, transparence sur l'efficacité, sur le coût-efficacité, pour que tout le monde comprenne bien comment on choisit qu'un vaccin qui est efficace dès 50 ans et jusqu'à 90 ans sur plein d'outcomes comme les vaccins Zona, finalement, on les recommande que dans 65-74 ans, alors que dans le pays d'à côté, c'est recommandé jusqu'au-delà de 50 ans. Enfin bref, ça, c'est des choses maintenant avec les médias et puis les Twitter, tout ce qui est social media, eh bien, on voit bien que les gens se posent des questions. On a besoin, bien sûr, d'effecteurs. Voilà, vous en avez déjà parlé pas mal, le conseil départemental, l'ARS, vous favorisez les mises en place. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, il faut préparer les receveurs aussi. Donc, les campagnes, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à la fois favoriser les mises en place des effecteurs en éduquant les effecteurs, mais il faut aussi éduquer les receveurs à être prêts. Comme aussi c'était dit tout à l'heure, si les enfants sont d'accord, les adolescents sont d'accord à être vaccinés, mais les parents ne le sont pas, ils n'ont pas entendu parler, ce n'est pas une préoccupation pour eux, finalement, on arrive à avoir des couvertures vaccinales qui ne sont pas suffisantes. Et puis, ça veut dire qu'on évalue. C'est-à-dire que si on décide de faire quelque chose, il faut probablement évaluer la maladie à prévention vaccinale et la couverture vaccinale. Si on ne fait pas de suivi de ça, tout ce qu'on a fait, comment on l'évalue? Et comment on sait que c'est bien? Comment on sait qu'il faut continuer ou pas continuer? Ou changer ou pas changer?
Et donc, c'est bien sûr des adaptations. Si on fait des adaptations, ça veut dire qu'il faut repenser les choses. Il faut dire qu'il y ait comme un groupe qui s'occupe de ça. Et puis derrière, à nouveau, informer, éduquer. Et informer, éduquer, c'est communiquer, faire de bruit autour de la vaccination. Ceci dit, on peut se poser la question de ce qu'en pensent les seniors. Et les seniors, en fait, se regarder, qu'est-ce qui va limiter. Alors ça, tout ce que j'ai mis là, c'est le gros de ce qui sort régulièrement autour du pneumocoque, du zona, de la coqueluche et de la grippe. Je n'ai pas mis les éléments Covid, mais c'est à peu près la même chose, à une différence près, c'est que les gens connaissent beaucoup mieux la maladie Covid et les vaccins Covid que tous les autres vaccins qui étaient là avant. Ça devrait faire réfléchir, c'est-à-dire c'est qu'en 2 ans, on a su éduquer. Alors vous allez me dire, on a martelé un petit peu, hein, c'est du vrai social marketing, on va dire. Mais ils connaissent mieux le vaccin Zona, une maladie qui a 2 ans, que le pneumocoque qui est recommandé depuis des années, que le Zona que tout le monde devrait connaître, que la coqueluche et que la grippe. C'est assez incroyable. Mais globalement, tout ce qui fait que c'est quand on pense que la maladie est grave, quand on pense que la maladie est fréquente, quand on croit que les vaccins, ça sert à quelque chose, bref, des poncifs, on va dire, mais qui sont aussi importants chez les seniors que chez les professionnels. Mais il y a quelque chose, je dirais, dans les freins, clairement, c'est ne pas être conseillé par un professionnel de santé. Du coup, ça veut bien dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument axer l'éducation vers les professionnels de santé qui sont eux-mêmes des pourvoyeurs de l'augmentation de la couverture vaccinale. Pardon. Et puis les barrières, il y en a d'autres, parce que si on est sur les gens eux-mêmes, si on regarde l'organisation, est-ce que l'organisation peut jouer? Oui, les contraintes, la gratuité, pour le Zona, on sait que ça a joué, le lieu de vaccination, et puis les opportunités perdues. Alors, c'est la grande nouvelle depuis, je dirais, quelques années pour la grippe, mais qui est étendue aujourd'hui avec des nouveaux acteurs de santé publique qui ont été très, très importants pendant la Covid et pendant les campagnes. On se dit, tiens, ils peuvent faire pour la grippe, ils peuvent faire pour autre chose, etc. Alors, on va voir comment ça va se passer en vrai, mais enfin, on essaye de passer au-dessus de certaines opportunités perdues. Tous les professionnels qui sont autour du conseil en santé peuvent, en tous les cas, une grande majorité maintenant, peuvent passer à l'acte vaccinal, si toutefois c'est organisé une fois de plus. Et donc la vraie question, politique, soutien, engagement autour de ça. Et puis bon, la grande limite individuelle au grand, je l'ai mis sur les déterminants chez le sujet âgé, mais il est vrai chez tous les Français, on était jusqu'à présent les champions du monde de la défiance vaccinale. Il s'avère qu'on est très mobile, les déterminants, on pourra en reparler, mais les déterminants de la vaccination sont très variables en fonction du temps. Si je prends l'exemple de la Covid, juillet 2020, beaucoup de sceptiques qui se confirmaient. Donc, juillet 2020, on n'avait pas encore les vaccins, on n'avait pas encore tout discuté. Si on prend maintenant septembre, octobre 2020, on commençait à discuter vraiment de la campagne, comment ça allait se passer. Là, il y avait encore de la défiance, mais on s'attaquait à la deuxième vague. Et pendant la deuxième vague, on a vu un mouvement qui a commencé un petit peu à s'inverser. Et alors, quand on a dit début janvier que les vaccins n'étaient pas pour tout le monde en a voulu. Donc, tout d'un coup, on était beaucoup moins défiants. Donc, il y a vraiment des choses à échanger sur ces aspects-là. Alors, les couvertures vaccinales, les cibles qu'on va avoir, c'est les facteurs sociodémographiques, la simplification des schémas, la rétro-information des couvertures. C'est-à-dire que si vous travaillez et vous êtes un forcené de la vaccination, mais que vous ne savez pas ce qui va revenir comme données, comme amélioration des couvertures vaccinales, ça ne va pas marcher. Si on ne nous aide pas à soulever, je vois moi, à l'intérieur d'un hôpital, si on nous dit qu'il faut aller se vacciner seulement la médecine du travail, on voit bien qu'on est limité et on ne passe pas par-dessus les problèmes organisationnels. Je remets l'engagement politique, j'y reviendrai. Et puis, l'immunité de groupe, en fait, c'est une culture. Et qui dit culture, ce n'est pas une fois par an entre le 30 septembre et puis le 31 décembre, voire fin janvier, voire fin février cette année, mais c'est toute l'année. Et donc, construire des vraies équipes qui s'occupent de ça à l'intérieur des hôpitaux. Et on sait maintenant, depuis, je dirais maintenant 5 à 10 ans,
que partout dans le monde, ça a été bien montré par les Australiens, mais partout dans le monde, il y a eu des équipes qui se sont montées et qui, en 10 ans, alors c'est 10 ans d'activité, ont réussi à faire de l'entretien motivationnel, de la motivation à la vaccination, qui fait qu'ils arrivent à des 80-85% de couverture vaccinale antigrippale dans des gros centres hospitaliers dans le monde. Et donc, c'est possible sans rendre obligatoire. Mais ça veut dire qu'on met de l'argent et ça veut dire qu'il y a une vraie culture, et ce qui n'est pas le cas. Donc, si on conclut l'action, les maladies à prévention vaccinale chez le sujet âgé, malheureusement, sont des maladies graves. Ce sont des maladies qui ont un vaccin qui est plus ou moins efficace, mais qu'il faut accompagner de prévention vaccinale via les professionnels de santé. Et comme les couvertures sont faibles, c'est à nouveau recommander des actions efficaces. Donc, les actions efficaces, c'est les évaluations, les suivis des MPV, les mesures, c'est les retours auprès des effecteurs, c'est des rappels à ceux qui oublient. Donc, des rappels à ceux qui oublient, ça veut dire qu'on leur renvoie. C'est-à-dire qu'on envoie un bon, mais si on n'envoie que le bon une fois de temps en temps, voilà, ça ne marche pas. Donc, une vraie politique de communication. Et puis, la politique volontaire et fonctionnelle. Donc, je remercie l'ARS parce qu'aujourd'hui, l'ARS fait un acte de politique volontaire, éducative autour de ça. Donc, si on a des take-home messages, je dirais, un calendrier vaccinal tout au long de la vie, Cyprien vous l'a montré, c'est absolument nécessaire. On a besoin d'une politique vaccinale engagée avec l'ensemble des acteurs, avec une transparence éthique aussi auprès des citoyens, avec une rétro-information claire auprès des professionnels de santé. Et puis, en attendant qu'on ait un vrai parcours vaccinal qui se dessine grâce à tout ce que je viens de dire, eh bien, pensez à ne gâcher aucune opportunité, et c'est difficile. Dès que l'on peut, il faut penser prévention, et ça va devenir une culture. Une efficacité modérée des programmes uniques, il faut l'avoir en tête, et donc il faut agréger une équipe médicale, paramédicale, des professionnels. Et c'est les actions pas à pas, éducatives et de formation, qui vont permettre d'améliorer les choses au final. Donc, je vous remercie. On sait tous que tout est possible, alors essayons. Et donc, pour essayer, moi, je vais faire un tout petit peu de pub, si vous êtes d'accord. En octobre-novembre 2022, on fera un teasing parce qu'il y aura un MOOC à maladie à prévention vaccinale chez les seniors qui, sous l'égide du GINGER, le groupe infectieux gériatrique, va être à nouveau disponible. Ça va être la version numéro 2 du premier qui avait eu lieu en 2019-2020. Voilà, je vous remercie. On est prêt à répondre à la question. Merci beaucoup à vous, professeur Gavazzi et docteur Arlot. On n'a pas de questions dans le chat, mais est-ce que l'un d'entre vous a une question, des remarques à poser oralement? Écoutez, comme on est juste… Non, mais il n'y a pas de souci. On est un petit peu en retard. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation extrêmement complète sur la vaccination des seniors. Merci beaucoup.